s'est passé, la moisson approchant, j'étais visiter un silo où il y a une réception de céréales de semences. Et en montant en haut du silo, alors des silos, si vous voulez, c'est à peu près 5-6 étages, voire 7 étages d'un immeuble classique, mais c'est la différence, ce sont des escaliers de meunier. Et arrivé en haut, d'un seul coup, grosse fatigue, il a fallu que je m'assoie, plus aucune force. J'étais mou, j'étais assis sur un sac. Il a fallu me mettre un ouvrier, Christian, m'a aidé à m'asseoir sur un sac et il m'a dit qu'est-ce qui se passe. Je sais pas, j'ai complètement KO et plus aucune force. J'ai mis 1h30 pour redescendre, j'ai mis 7-8 minutes pour monter, j'ai mis 1h30 pour redescendre. Donc je vais passer voir mon médecin quand même en vitesse le soir, je prends rendez-vous par téléphone, je m'en vais chez le médecin vers le coup de 19h et en partant sur la route, je perds mes moyens, j'ai plus de jambes ni de bras en voiture. Je finis dans le fossé avec la voiture. J'ai perdu 20 kilos en un mois de temps. J'ai fondu. Et les douleurs qui devenaient interminables, je dirais, à en pleurer. Je supportais plus de vêtements sur moi. J'étais hospitalisé. On ne pouvait même pas mettre un drap. J'étais nu sur un lit. On mettait un drap en l'air pour me cacher, mais je ne supportais rien du tout. Tellement j'avais mal, je souffrais. Alors donc, on a fait tous les examens nécessaires à l'hôpital. Enfin, les examens nécessaires. Je suis resté la première fois presque un mois. Et tout rentrait négatif. Tout était normal. Tout était normal. On ne trouvait rien. Donc c'est moi qui deviens fou. Je perds la boule, je fais de la dépression quelque part sans m'en rendre compte. Je deviens fou. Après 3 mois de souffrance, les médecins diagnostiquent une myopathie. Sylvain Médard décide de poursuivre ses employeurs en justice et gagne son procès. Ça me fait peur, c'est pour les futures générations, pour les agriculteurs, parce que c'est les premières victimes, parce que sont eux qui emploient les matières actives et des produits phytosanitaires, des grosses quantités. Actuellement, il y en a des malades, il y en a même de par ici, il y a des agriculteurs qui sont malades, mais personne n'ose en parler. Vous avez employé un mot tout à l'heure, omerta, c'est peut-être un mot fort, mais je pense que c'est un mot fort, il faut peut-être l'employer aussi quand même, mais bon, c'est tais-toi et continue ta route, c'est tout. Nous retrouvons Jean-Charles Boquet, porte-parole de l'Union des industries de la protection des plantes, dans ses locaux. Ce représentant du lobby des fabricants de pesticides est-il prêt à reconnaître que les produits qu'il défend font des victimes? Chaque fois qu'on a voulu essayer de mettre en évidence une corrélation entre une maladie, donc Parkinson, un certain type de cancer, etc., entre donc l'exposition aux pesticides et l'apparition de ces maladies, les scientifiques reconnus, donc l'INSERM, etc., montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre l'exposition des produits et l'apparition de ces dites maladies. C'est faux. L'INSERM est formel, les agriculteurs courent 2 fois plus de risques de développer la maladie de Parkinson et certains cancers. Vous reconnaissez qu'il y a eu des procès gagnés pourtant? Alors il y a eu quelques procès où en fait il a été déclaré qu'il y avait maladie pour cause professionnelle, mais il n'est pas dit que ce sont les pesticides. Un ouvrier agricole, ça met du gasoil dans son tracteur tous les matins. Ça peut être en fait exposé à des produits d'origine animale. Et il y a toutes ces hypothèses aujourd'hui qui doivent évidemment être vérifiées. Un produit phytopharmaceutique utilisé selon les conditions d'emploi qui figurent sur l'étiquette après les évaluations n'a pas d'effet sur la santé, n'a pas d'effet sur l'environnement. Il y a un produit qui aurait un effet sur la santé, donc un effet inacceptable, ne serait pas autorisé. Alors, oui, on voit bien le résidu de traitement qui a été fait ces jours-ci. Nous rencontrons Michel Ledoux, l'avocat qui a gagné le procès de Sylvain Médard. Alors, les agriculteurs sont-ils victimes du gazole qu'ils mettent dans leur tracteur plutôt que des pesticides? Alors, attendez, c'est faux. C'est une ânerie, une bêtise incommensurable. On est systématiquement passé par des expertises scientifiques. On sait qu'un certain nombre de tumeurs du cerveau, un certain nombre de cancers de la peau, cancers de la vessie, certaines maladies neurovégétatives comme la maladie Parkinson, comme Alzheimer, sont fortement soupçonnées d'être provoquées également par la manipulation de produits phytosanitaires. Également la maladie de Charcot d'ailleurs. Et donc, quand les victimes vont se multiplier, alors là, on va pouvoir rendre visible l'invisible. Les experts ne cessent de marteler les risques en pointant du doigt certaines pathologies. D'un autre côté, vous avez les industriels qui, naturellement, veulent vendre leur camelote et qui n'arrêtent pas de répéter que tout est sous contrôle, que, en fait, c'est les agriculteurs qui font de mauvais dosages, mais que leurs produits sont parfaits. Et bien, dans 10, 20, 30, dans 5 ans peut-être, on va voir apparaître, c'est presque mécanique, c'est inscrit dans le marbre, un nombre de pathologies considérable.
Il y aura plusieurs générations entre les années 50 et la fin des années 80 qui ont respiré ces produits à plein poumon et qui ne manqueront pas, dans les années qui viennent, de développer les pathologies qu'on évoquait tout à l'heure. Je le crains. Pour l'industrie des pesticides, c'est comme si les agriculteurs malades n'existaient pas. Comme si les études démontrant le danger de ces molécules chimiques n'avaient jamais vu le jour. Quant à la majorité des agriculteurs, ils sont tellement pris par le système qu'ils n'arrivent pas à imaginer un monde sans pesticides. Le lobby des fabricants de pesticides nous a envoyés chez un agriculteur modèle, Christophe Grison, ardent défenseur de l'agriculture intensive. D'après lui, les progrès techniques auraient résolu tous les problèmes. Ce qui a vraiment changé, c'est la qualité de pulvérisation et puis tout ce qui est maintenant électronique embarquée. Et là, vraiment, ça nous permet d'être... c'est ce que je dis souvent, c'est l'agriculture écologique, intensive mais écologique, quoi. C'est un drôle de concept, ça. C'est pas un concept très courant, quoi. Non, mais on commence à en entendre parler pas mal, là. L'agriculture écologiquement intensive. Voilà, c'est le nouveau terme à la mode. Et les écolos, ils emploient pas ce mot-là, quand même. Non, les écolos, ils souhaiteraient qu'on puisse nourrir tous les êtres vivants sur Terre à horizon 2050, environ 9 milliards, vous m'avez dit 10 milliards, sans produits phytosanitaires, sans engrais. Moi, je dis que c'est pas possible. Techniquement, je ne suis pas contre l'agriculture biologique, bien au contraire. Il y a des idées très intéressantes à prendre chez eux. Malheureusement, moi, sur mon exploitation, je ne peux pas produire sous label agriculture biologique. Je ne peux pas me passer des produits phytosanitaires pour désherber. Je ne peux pas me passer de produits fongicides pour soigner mes plantes lorsqu'elles sont malades. Vous-même, si vous êtes malade, rien ne vous empêchera de prendre, si vous avez mal à la tête, du paracétamol. Je ne vois pas pourquoi moi je ne devrais pas soigner mes plantes s'il y a un besoin qui s'en ressent. On parle beaucoup de l'alimentation conventionnelle et l'alimentation bio par opposition. Ce qui est important, c'est de voir que ce qu'on appelle l'alimentation conventionnelle, c'est une alimentation qui a été inventée en 1950. Oui. Rien de tout ce que vous nous décrivez ici n'était pratiqué avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, on a une alimentation chimique et l'alimentation normale, c'est l'alimentation bio, de toute évidence. Il faut qu'on avance progressivement mais rapidement vers une agriculture qui soit débarrassée de cette béquille qui n'est pas utile. On peut parfaitement nourrir la planète sans pesticides, parfaitement nourrir la planète sans pesticides. Il faut être clair sur ce point parce que c'est l'argument majeur qui est brandi en disant mais on ne peut pas nourrir tout le monde. On peut nourrir tout le monde sans pesticides. C'est vrai que quand un agriculteur qui a utilisé des pesticides depuis des années arrête d'un seul coup, pendant 1 ou 2 ans, sa terre, c'est comme si on lui retirait ses stéroïdes, sa terre, elle ne peut plus suivre. Donc il va falloir qu'elle se remette à niveau. Et ça prend 2 ou 3 ans. Comme toutes les études ont été faites sur une période de 3 mois, on dit, vous voyez, sans pesticides, on ne peut pas y arriver. C'est pas vrai. On peut nourrir toute la planète sans pesticides. Mais c'est la conclusion de la Food and Agriculture Organization des Nations Unies. C'est pas juste moi qui dis ça. Au cœur de l'été, nous retournons chez l'agriculteur Christophe Grison. Le blé est enfin moissonné. Pas de surprise, grâce aux engrais et aux pesticides, les rendements sont très bons, 2 fois supérieurs à ceux du bio. C'est un blé de la variété Bermude qui est destiné à la panification française. Et donc ma coopérative Val France va prendre ce blé, le nettoyer éventuellement s'il y a besoin, et l'acheminer jusqu'au Grand Moulin de Paris pour en faire des baguettes pour toute la région parisienne. Du champ de blé au pain que nous achetons chez le boulanger, nous poursuivons l'enquête. La farine issue de l'agriculture intensive servira à fabriquer les 100 kilos de pain que chaque Français consomme par an. Mais cette farine est-elle encore saine pour le consommateur? Le blé arrive au Grand Moulin de Paris. Ici, on écrase plus de 2200 tonnes de grains par jour. Un tiers des boulangers français achètent sa farine au Grand Moulin de Paris. Nous décidons d'envoyer un échantillon de farine complète des Grands Moulins de Paris au laboratoire d'analyse chimique. Contient-elle des résidus de pesticides?
Les résultats d'analyse dévoilent la présence de 2 pesticides en quantité importante, le pyrimifos méthyle et le piperonil butoxide. Surprise, ces insecticides ne sont pas utilisés pendant la culture, mais lors du stockage des grains après la récolte. À quoi peuvent-ils bien servir? À Sens, nous nous rendons à la coopérative agricole Cap Serval. Alain Peretti, son directeur, nous reçoit. Pour lui, le principal problème de cette filière est la conservation du blé. Pour éviter l'attaque des insectes, la plupart des coopératives aspergent les grains d'insecticides. Le blé stocké dans les silos va donc y baigner pendant de longs mois avant d'être transformé en farine au moulin. Comment diminuer les pesticides? La première mesure que nous pouvons prendre, c'est l'absence d'insecticides de stockage, puisque il faut oublier que nous allons mettre de l'insecticide directement sur du grain, qu'il n'y aura pas d'activité biologique pour les détruire par derrière. Donc la première mesure à prendre, c'est sûrement en tout cas celle-là. Ça paraît évident et ça paraît extrêmement clair. Les résidus laissés par la culture, par les désherbants, etc., sont infiniment faibles. Ils sont beaucoup plus importants avec les résidus d'insecticides de stockage, une fois de plus, qui seront appliqués sur du grain une fois qu'il sera arrivé dans les silos. Conséquence, on retrouve dans la farine jusqu'à 1000 fois plus de résidus d'insecticides de stockage que d'insecticides utilisés lors de la culture du blé. Pour éviter de traiter les grains, il existe une solution simple. Stocker le blé dans des silos réfrigérés où la température ne dépasse pas 10 degrés. Problème, ces silos coûtent très cher. Seules quelques coopératives en sont équipées. C'est le cas de ce silo qui appartient à la filière dite CRC, Culture et Ressources Contrôlées. Elle n'utilise aucun pesticide de stockage et produit de la farine Label Rouge. Une partie de ces blés non traités arrive au moulin d'Yvon Foriché. Jusqu'à récemment, Yvon transformait également des blés traités. Aujourd'hui, il ne produit que des farines Label Rouge, sans pesticides de stockage. Cette poussière-là, auparavant, je ne pouvais pas rester à côté parce que je pense que je devais être très sensible aux insecticides qui étaient mis pour conserver le grain. Et ça me faisait saigner immédiatement du nez. J'ai voulu me faire opérer parce que je ne savais pas ce que j'avais. Et en fait, je le sais. Voilà, je vais voir le médecin, il m'a dit non, c'est les insecticides. Ah ouais. Voilà. Mais je n'avais pas moyen d'arrêter. Hein, même à un moment donné, on m'a dit oui, mais comment on appelle là, t'es hémophile. Je dis, oh, je suis pas hémophile. Les farines de qualité, sans pesticides, sont meilleures pour la santé. Pourquoi ne sont-elles pas plus répandues dans les magasins? Le problème aujourd'hui de toutes ces démarches-là de culture raisonnée en France, les seuls qui sont réceptifs, c'est les artisans boulangers et pour moi un seul groupe de la grande distribution française. Il n'y en a qu'un. On achète des farines de blé issues de culture raisonnée contrôlée parce qu'il y a un monsieur qui s'occupe de tout ce qui est alimentation qui se pose des vraies questions. Et pour son groupe, il a pris l'engagement, c'est le seul. Et c'est pour ça que ça dure, même la démarche. Parce qu'il oblige même les industriels avec qui il travaille à utiliser ce genre de blé. Sinon, ça serait mort et enterré, ça marcherait que pour les artisans. Malgré leur belle apparence, les pains que nous trouvons en supermarché contiennent-ils des pesticides? Nous faisons analyser en laboratoire du pain complet industriel. Les résultats confirment nos doutes. Nous retrouvons encore 2 pesticides de stockage en quantité importante. Le pain complet, qui nous a toujours été vendu comme un pain santé, comporte plus de résidus de pesticides que le pain blanc. Pourquoi? Parce qu'il contient l'écorce du blé, qui est au contact direct avec les pesticides de stockage. Au moulin d'Yvon Foriché, nous faisons une autre découverte. Ces pains aux céréales et pains complets sont souvent fabriqués avec des mélanges tout prêts concoctés par les industriels. Dans ces kits, on retrouve des additifs chimiques. Pour quelles raisons? Il y a des boulangers qui vont être d'excellents boulangers, qui font vraiment de très belle qualité, et que sur le pain complet, personne n'aime travailler le pain complet. Voilà. C'est chiant le pain complet, ça colle aux pâtes. Donc le pain complet, bof, il fait ça. C'est pas le pain, voilà, pour nous c'est un pain de régime, c'est pas un bon pain. Il y en a parfois certains qui me disent, bon, j'ai 5 kilos de pain complet à faire tous les jours, bon, ça m'embête de faire, voilà, il dit je prends mes 5 kilos, je les pèse, je les mets dans le pétrin ou le batteur, j'ai du pain complet derrière, voilà. Dans certains cas,